Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, une information qui vient de m'être communiquée. Il y a un 18e patient qui a été diagnostiqué positif pour le coronavirus. Il s'agit de l'épouse du patient actuellement hospitalisé à Annecy. Et la détection systématique du virus a permis d'identifier que cette épouse du patient hospitalisé à Annecy était positive pour le coronavirus. Son état de santé n'est pas inquiétant, mais elle est évidemment hospitalisée et isolée au même titre que les autres malades. Il n'y a pas eu d'autres diagnostics positifs aujourd'hui pour le coronavirus à l'heure à laquelle je vous parle. Donc pas d'autres informations à vous communiquer par rapport à ce que vous avez déjà communiqué le directeur général de la santé ce matin et qui prendra dans quelques minutes mon relais pour pouvoir vous apporter des informations sur les patients diagnostiqués hier soir et ce matin et répondre à vos éventuelles questions. Ainsi, ce soir, la France continue dans sa stratégie visant à freiner la diffusion du virus face aux risques épidémiques. Je le redis ce soir, il n'y a pas d'épidémie en France. Nous faisons toujours face à des cas, à des patients isolés que l'on sait expliquer par un voyage ou par un contact avec une personne qui a été elle-même contaminée. Freiner la diffusion du virus, c'est se donner les moyens d'agir et passer des messages clairs. Sur l'utilisation des masques d'abord. Aujourd'hui comme demain, et je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Pas de masque FFP2 très technique, pas davantage de masque anti-projection, ce n'est pas nécessaire. Par contre, les professionnels de santé doivent pouvoir se protéger dès maintenant pour prendre en charge les patients suspects et les patients possibles. J'ai décidé aujourd'hui de déstocker 15 millions de masques anti-projection de notre stock national qui seront répartis dans toutes les officines, toutes les pharmacies d'officine du territoire national. Je m'en suis entretenu avec la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, que je remercie infiniment pour son aide et qui nous permettra de distribuer très simplement les masques dont ont besoin les professionnels de santé sur l'ensemble du territoire. Ce sont des masques qui serviront aux professionnels de santé et qui serviront aussi aux personnes qui sont à risque, dans la mesure où ce sont des personnes qui reviennent de zones dites zones rouges, donc de zones à risque, ou qui ont été en contact avec des personnes infectées et qui ne sont pas elles-mêmes infectées. Pour mémoire, les agences régionales de santé disposent déjà de stocks pour la distribution de masques auprès de toutes ces personnes qu'on appelle les personnes contacts. Nous distribuons également des masques aux 138 établissements de santé concernés par la prise en charge des patients positifs au coronavirus pour la phase préhospitalière, c'est-à-dire les transports sanitaires et le SMUR, et pour la phase hospitalière. Pour les masques à haut niveau de technicité, je rappelle qu'il a été décidé de constituer un stock de plusieurs dizaines de millions de masques. Les 4 producteurs de masques sont avertis, la commande publique a été passée et ils se rendront demain matin dans mon ministère pour que nous puissions faire un point avec eux sur les délais avant approvisionnement. Concernant le respect des règles de réduction de la vie sociale et notamment les personnes qui rentrent de zones à risque et qui ne peuvent pas travailler, nous déployons une procédure que je rappelle ici car nous avons reçu beaucoup de questions en provenance des différents territoires. D'abord, il s'agit d'une procédure dérogatoire qui a été adoptée par un décret signé le 31 janvier dernier. Ce décret, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet à tous les assurés sociaux qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, c'est-à-dire des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler mais qui ne sont pas malades, de bénéficier pendant une durée maximale de 20 jours d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie sans délai de carence. Ce décret permet de couvrir aussi bien des personnes qui ont été en contact avec une personne infectée que les personnes de retour de toutes les zones à risque, dites zones orange, au fur et à mesure que ces zones sont identifiées. Il prévoit également que les agences régionales de santé identifient les assurés et que ces assurés sont arrêtés par le médecin de l'agence régionale de santé. À l'occasion d'une réunion réunissant plusieurs ministres concernés et pilotée par le Premier ministre a décidé que nous prendrons en compte également le cas des parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure d'isolement et qui ne peuvent donc pas se rendre au travail pour garder leur enfant. Donc ces mesures que je viens de vous expliquer s'appliqueront également aux parents quand ils ne peuvent pas aller travailler pour rester avec leur enfant.
Freiner la diffusion du virus, c'est aussi adopter une position claire sur le sens à donner aux frontières. Les frontières géographiques n'ont pas de sens quand on parle de risque épidémique. Ce qui compte, ce sont les zones de diffusion du virus. Les Italiens ont pris des décisions drastiques en isolant 11 communes, 50 000 personnes où il y avait une forte circulation du virus. Je rappelle que j'étais hier à Rome en présence du ministre de la Santé européen et notamment du ministre de la Santé italien que nous avons assuré de notre soutien dans cette période. Tous les autres territoires de l'Italie ne doivent pas donner lieu à des discussions puisque le virus n'y circule pas davantage qu'il circule chez nous. C'est pour cette raison que nous avons préféré à l'annulation, par exemple, du match de foot entre Lyon et la Juventus de Turin ce soir, un dispositif d'information adapté qui sera visible sur les panneaux à l'intérieur du stade, qui sera rappelé par tous les moyens, y compris lorsque les supporters feront la queue avant de rentrer au stade. Sur cette question qui soulève beaucoup de questions, j'ai eu l'occasion de me prononcer ce midi. Je voudrais vous rappeler qu'en aucun cas, un supporter pourrait quitter une des communes qui est mise en isolement en Italie pour venir à Lyon, puisque par définition, ils sont isolés au sein des communes. On parle donc de personnes qui vivent et évoluent en Italie dans des zones qui ne sont pas des zones considérées comme des zones à risque. Pour finir sur l'information, je tiens à rappeler un message essentiel, on ne le dira jamais assez, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains souvent, toutes les heures. Lavez-vous les mains après des contacts rapprochés avec les personnes. C'est utile pour lutter contre la diffusion du coronavirus. C'est utile pour lutter contre la diffusion de la grippe, dont le pic épidémique est toujours en cours. La diffusion, la transmission du coronavirus se fait bien davantage par les mains que par la salive ou les gouttelettes. On parle beaucoup des masques. Je ne voudrais pas qu'on passe à côté de l'essentiel de la transmission. L'immense majorité des cas de transmission se fait par les contacts via les mains. Donc le lavage des mains est la meilleure solution pour prévenir le risque de diffusion du virus. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous rappeler ce soir. Demain, à l'initiative du Premier ministre, nous rencontrerons l'ensemble des chefs de partis et des groupes parlementaires. Je crois que l'union nationale est absolument essentielle dans la période que nous connaissons et que les polémiques qui peuvent être initiées ça et là ne sont pas à la hauteur des enjeux que nous connaissons. J'ai également demandé à ce qu'un courrier détaillé, actualisé, expliquant toutes les procédures en cours soit adressé à l'ensemble des médecins libéraux en cabinet de ville. C'est aussi le cas évidemment pour l'ensemble des soignants en secteur hospitalier. Et je me suis entretenu avec le président du Conseil de l'Ordre national des médecins ce midi pour l'en informer. Et pour terminer, je voudrais avoir une pensée particulière pour les soignants de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où un patient est décédé cette nuit. J'imagine l'émotion, l'émoi qui traversent ces soignants. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des professionnels de santé qui s'impliquent sur le terrain pour lutter contre la diffusion du virus, pour prendre soin des malades, l'ensemble des professionnels de santé, des experts qui fondent les recommandations rationnelles sur lesquelles nous fondons nos décisions politiques. Toutes les décisions que nous prenons au niveau politique sont des décisions qui sont concertées avec les experts, concertées avec les professionnels de santé. Nous agissons dans un consensus national pour limiter la diffusion du virus et protéger les Français. Je vous remercie. Bonsoir. Donc je compléterai sur la partie épidémiologique pour vous donner la situation épidémiologique internationale. On est à plus de 81 000 cas pour cette épidémie de Covid-19. Plus de 30 000 personnes sont guéries, c'est important de le préciser. La Chine est toujours le pays de très loin le plus touché, avec 97% des cas, essentiellement dans la province du Hubei. Mais il y a 2210 cas hors de Chine. Et pour la première fois, aujourd'hui, il y a plus de nouveaux cas hors de Chine qu'en Chine. Donc c'est un élément important puisqu'on a l'impression que la vitesse de propagation de l'épidémie est désormais plutôt du côté des pays hors de Chine. Nous avons 42 pays touchés. Aujourd'hui, la liste s'est allongée avec un premier cas en Algérie, en Grèce, au Brésil et au Pakistan. Le pays le plus touché en dehors de Chine est la Corée du Sud avec plus de 1200 cas. Puis le Japon, mais vous savez qu'il y a le Diamond Princess où il y a désormais 705
cas issus de ce paquebot de croisière. 3 Français sont positifs et vont bien. Le 4e Français est négatif. En Europe, 12 pays recensent des cas, désormais plus de 400, avec en particulier l'Italie, puisque l'Italie a 374 cas confirmés. D'autres pays sont très touchés, comme l'Iran, avec 139 cas, Singapour 91 et Hong Kong 89, mais on peut noter que les 5 continents sont touchés. En ce qui concerne les décès, il y a 2770 décès, dont 2720 en Chine et 2615 dans la province du Hubei, donc qui paye le plus lourd tribut. Hors de Chine, nous avons 52 décès, en particulier 19 en Iran, 12 en Corée, 12 en Italie. Et donc, on suit évidemment attentivement la situation internationale avec l'Organisation mondiale de la santé. En ce qui concerne la situation en France, la cellule de crise sanitaire est activée depuis le 27 janvier. Le plan ORSAN, le plan d'organisation du système de santé, face à une situation sanitaire exceptionnelle de type risque épidémique et biologique, est déclenché dans toutes les régions. Nous avons 138 établissements de santé qui sont en alerte, donc au moins tous les établissements sièges de SAMU, mais aussi des établissements référents pour le coronavirus. Les tests virologiques sont progressivement diffusés et distribués aux laboratoires de virologie. Notre capacité de test est désormais supérieure à 1500 tests par jour et nous avons réalisé plusieurs centaines de tests, que ce soit pour des cas possibles, pour nos évacués de Wuhan ou pour tous les cas contacts classés à haut risque et symptomatiques. Donc le bilan ce soir est bien de 18 cas, 12 guéris, 2 décédés et 4 hospitalisés. Le ministre vous a rappelé l'essentiel de ces nouveaux cas que je vous avais cités hier, en particulier le cas 13, qui est une femme qui revenait de Chine et qui était considérée comme guérie, et donc ce soir elle est sortie. Le cas à Annecy d'un homme qui va bien et dont finalement l'épouse est détectée positive ce soir, donc ce sont les cas 14 et 18. Les 3 nouveaux cas de cette nuit, donc avec un homme de 55 ans qui est actuellement hospitalisé en réanimation à Amiens, avec des investigations qui sont en cours, en particulier dans les établissements de santé qu'il a fréquentés. Et donc l'ARS des Hauts-de-France a fait un point très précis en conférence de presse cet après-midi. Le cas 16 est un homme français qui est hospitalisé à Strasbourg et qui va très bien. Il y a peu de contacts et on dispose de l'ensemble des coordonnées de ces contacts. Enfin, comme vous le savez, le 17e cas est une histoire tragique puisqu'il s'agit d'un Français de 60 ans qui a été testé en urgence hier dans un état gravissime et qui est malheureusement décédé cette nuit. Et donc l'enquête, évidemment, a été lancée en pleine nuit pour retracer l'ensemble de son histoire de soins, les établissements qu'il avait fréquentés, les transports sanitaires utilisés. Et donc, comme vous le savez, c'est un professeur dans un collège, mais il n'y a pas eu de contact avec les enfants et les collègues de travail depuis les 14 jours, les fameux 14 jours d'incubation, puisqu'il y avait des congés scolaires. Et donc, il y a une investigation en cours autour des proches, de la famille en particulier, avec un certain nombre d'établissements qui, comme vous le savez, ont dû déclencher des plans de mobilisation interne ou des plans d'urgence du fait du nombre de soignants qui nécessitent d'avoir une enquête épidémiologique ou des tests. Et une conférence de presse a aussi abordé ce sujet en détail. Le numéro vert est important pour tous nos concitoyens, le 0800 130 000. Et sur demande du président de la République, nous avons élargi encore l'amplitude d'ouverture pour qu'il y ait vraiment le maximum de réponses aux questions légitimes de nos concitoyens. Donc c'est désormais un numéro vert qui est accessible de 8h à 21h. Hier, il y a eu 25 000 appels, aujourd'hui 21 000 appels. Donc nous avons vraiment besoin de répondre à toutes ces questions. Le ministre Olivier Véran vous a parlé de notre stratégie vis-à-vis des masques. Et donc, il y aura des masques à disposition des personnes contacts de cas confirmés, des masques à disposition des établissements de santé référents en charge de prendre en charge donc ces fameux cas confirmés. Et puis, pour répondre aussi, évidemment, à la demande des professionnels de santé libéraux pour disposer de masques en officine. Donc, notre stratégie est claire. Elle est celle de freiner la diffusion du virus, de ralentir la vitesse de diffusion du virus sur les territoires et évidemment de réduire l'éventuel impact de ce virus et donc de sa traduction clinique. Nous sommes toujours dans une phase où nous voulons absolument une explication à chaque cas. Donc une illustration ce soir, c'est bien que le cas 18 est relié au cas 14 puisque l'une est la conjointe de l'autre.
Et c'est très important parce que ça explique d'où vient l'infection. Et donc, on a toujours besoin d'avoir cette notion de transmission, de voyage ou de contact avec un malade qui explique l'origine de la maladie. C'est quand on n'explique plus rien qu'on se trouve en difficulté, surtout si on a des cas répartis sur le territoire, ce qui n'est pas le cas ce soir. Là où c'est potentiellement plus compliqué, et vous le comprendrez bien, c'est que pour les 2 cas graves, l'un étant décédé, l'interrogatoire est impossible et donc on a plus de difficultés à retracer leur histoire récente. De la même façon, ces 2 cas graves qui ont été diagnostiqués en France soulignent l'importance, et je le redis ce soir à nos collègues cliniciens, infectiologues et réanimateurs, de se poser la question du coronavirus face à un tableau inexpliqué sévère, que ce soit une pneumonie bilatérale sans cause ou évidemment une détresse respiratoire. Le ministre a rappelé l'importance du lavage des mains. Je dirais que c'est absolument fondamental parce que vous le notez peut-être, on est tout le temps en train de se toucher le visage. Les statistiques montrent qu'on se touche le visage 1 fois par minute. Automatiquement, c'est un réflexe. Et donc, l'importance du lavage des mains est à souligner parce que finalement, on touche des objets contaminés, un mouchoir qu'on ne jette pas, la façon maladroite qu'on a de tousser ou d'éternuer. Et donc, les mesures barrières qui sont rappelées tous les ans, et en particulier cette année par la campagne des pouvoirs publics pour rappeler l'importance de ces mesures barrières, doivent être évidemment bien compris, bien connus de nos concitoyens. Et puis la doctrine d'utilisation des masques en France, c'est important, les masques pour les malades, les masques pour les contacts, voire des masques pour les professionnels des secours, des transports sanitaires ou des soins, n'a de sens que dans les zones où il y a circulation du virus. Donc nous ne sommes pas ce soir face à une diffusion virale large dans le territoire national. Il n'y a pas de cluster évident ou de diffusion massive du virus dans un territoire donné, et donc il n'y a pas de logique à porter un masque. Voilà, et puis je voudrais terminer par un certain nombre de situations particulières qui ont été médiatisées aujourd'hui. Donc, je vous avais déjà dit ce matin que le groupe de 6 lycéens de Courbevoie était négatif, donc je vous confirme que ces 6 lycéens sont bien négatifs. Il y a eu aussi dans la presse une inquiétude sur un patient qui était décédé brutalement à Beaune, et là aussi le résultat est négatif puisque ça avait déclenché évidemment de l'inquiétude, et je crois que c'est l'essentiel. Les autres investigations sont en cours avec des tests qui sont attendus dans la soirée. Je vous remercie. Oui. Vous avez dit que pour les 2 patients de l'Oise, donc c'était difficile, voire impossible de les interroger. L'ARS disait cet après-midi qu'ils n'ont pas voyagé dans des zones à risque. Est-ce qu'on a retrouvé le patient 0 ou les patients 0 ? Alors c'est en cours. Vous aurez noté d'ailleurs que ces 2 patients graves sont issus d'une zone géographique assez étroite. L'interrogatoire est difficile, mais pas impossible. C'est-à-dire qu'en pratique, on interroge indirectement. C'est-à-dire qu'on interroge les collègues, les proches, la famille. Donc c'est un peu plus long pour reconstituer l'itinéraire. L'itinéraire hospitalier est plus facile, puisque à partir du moment où vous rentrez dans un établissement, on sait où vous êtes et qui s'occupe de vous. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans les établissements concernés. Mais c'est vrai que les jours précédant l'hospitalisation, il y a un travail plus fin d'investigation épidémiologique pour comprendre, premièrement, si ces 2 personnes se connaissaient, ou avaient une relation particulière qui peut être, par exemple, que les enfants de ces personnes se connaissent, ce qui est aussi possible, ou qui sont dans les mêmes établissements ou avec une même activité de loisir. Et donc toute cette enquête est longue parce que ça nécessite d'interroger les gens et d'interroger sur l'ensemble des 2 semaines qui ont précédé la confirmation du diagnostic. Donc c'est exactement cette investigation qui est en cours, en particulier dans l'Oise. Depuis le virus a démarré, combien de gens en France ont été déjà testés pour le virus ? Alors, c'est maintenant plus de 1000 parce qu'on a évidemment des nombres de cas possibles qui s'accumulent, donc on doit être aux alentours de 600 cas possibles. Il y a tous les tests qui ont été faits, je vous le rappelle, sur les personnes qui ont été rapatriées, évacuées de Wuhan. Donc il s'agit de plus de 300 personnes qui ont été testées, et en particulier testées à 2 reprises. Et puis on teste aussi tous les contacts à haut risque symptomatiques. Je prends l'exemple d'un proche d'un cas positif au contamine Montjoie ou de tous les enfants qui étaient dans la même classe. Donc on a testé là aussi des dizaines de cas contacts, et je peux vous confirmer qu'il y a aussi beaucoup de cas contacts à haut risque symptomatiques qui ont été testés aujourd'hui. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de tests pratiqués sur les territoires français.
2 questions. La première concernant la stratégie en France. C'est vrai qu'on envoie finalement tous les patients à l'hôpital, les patients qui pourraient avoir contracté le virus. Est-ce que finalement on ne prend pas un risque en faisant ça, en les envoyant aux urgences? Deuxième question concernant le patient qui est décédé. Est-ce qu'on connaît son dossier médical, de quoi il est décédé exactement et comment, enfin, si ses enfants ont été testés, son entourage, et si on a les résultats évidemment? Alors, sur pourquoi envoyer les gens à l'hôpital? Alors là, je voudrais bien préciser les choses. On envoie les malades à l'hôpital en isolement pour qu'il n'y ait plus aucun contact avec d'autres personnes ou pour que les professionnels de santé qui sont équipés puissent s'en occuper sans qu'il y ait de transmission. Là où il ne faut pas confondre, c'est les personnes qui vont à l'hôpital pour se faire tester. Et donc, évidemment, ils ne vont pas aux urgences. Le message est toujours le même. On ne va pas aux urgences quand on pense qu'on a une infection à coronavirus. On appelle le 15. Donc ça, c'est la première étape. Si par hasard des personnes malades avec une pneumonie ou une détresse respiratoire inexpliquée sont à l'hôpital, on met en place ce qu'on appelle des mesures barrières. L'hôpital a l'habitude de ça. On met des masques, on teste un certain nombre de causes et on doit penser au coronavirus en ce moment, surtout si on ne trouve pas de cause. Donc ça, c'est un message très fort que j'envoie aux professionnels hospitaliers. Et troisièmement, si on doit faire des tests, on ne va surtout pas aux urgences. On va dans une pièce, et c'est pour ça que j'insiste sur le côté ambulatoire du test. On peut aller dans une pièce où on reste pendant 3 heures ou 4 heures à attendre le résultat. Si le résultat est négatif, on rentre à la maison. Et donc cette démarche de prélèvement ambulatoire, on va la faire de plus en plus. Et je vous rappelle qu'on a déjà fait des prélèvements hors hôpital. On peut faire des prélèvements dans une école. On l'a fait au Contamine-Montjoie, où on a déployer une équipe, on a projeté une équipe de soignants, d'infirmiers, d'infectiologues pour faire des prélèvements à des enfants directement sur place plutôt que de leur demander d'aller à l'hôpital. Donc l'objectif, si c'est juste pour des tests, c'est pas d'aller à l'hôpital, c'est vraiment de suivre les indications. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cas contacts puisque nous avons eu des nouveaux cas et tous les contacts sont appelés par l'ARS qui leur dit on va venir vous prélever ou on vous donne un rendez-vous à un lieu où il faut venir pour vous faire prélever. Donc c'est pas arriver aux urgences en disant je suis cas contact à haut risque, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment une démarche individualisée qui leur est proposée. Et la deuxième question portait sur les conditions du décès. Donc, il n'y a pas d'explication définitive. Et puis, de toute façon, vous savez que je respecte le secret médical. Donc, c'est aux médecins qui s'en sont occupés que d'avoir l'explication définitive. Mais ce qu'on sait sur ce patient qui est malheureusement décédé, c'est qu'il a été transféré à l'hôpital de la Petite-Salpêtrière en grande détresse respiratoire et cardiaque, donc en ce qu'on appelle du côté médical en défaillance multiviscérale, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une atteinte de plusieurs organes. L'explication initiale n'est pas connue, mais voilà, c'est une situation gravissime qui nécessite une réanimation lourde, et c'est parce que son état était très inquiétant et qu'il n'y avait pas d'explication à cette détresse respiratoire et cardiaque que les réanimateurs de la Pitié ont proposé ce test. Son entourage a évidemment été contacté très rapidement, d'abord parce que vous imaginez bien que les équipes soignantes, la première priorité est de prévenir l'épouse d'un patient, d'une part pour l'informer du diagnostic et d'autre part malheureusement pour l'informer du décès. Et donc c'est des conditions extrêmement douloureuses, mais évidemment tous les proches sont informés et sont pris en charge pour être testés. Donc on aura les résultats dans les prochaines heures, hein, puisque vous imaginez qu'il y a entre guillemets, un petit délai de décence, de ne pas convoquer une veuve en urgence en pleine nuit. Enfin, voilà, vous pouvez imaginer que ce n'est pas toujours très simple et que c'est un choc évidemment pour elle, mais les consignes sont envoyées directement de ne pas avoir de contact avec d'autres personnes, d'attendre les instructions pour l'enquête, pour les tests, et donc on les prend en charge de la façon la plus optimale possible. Alors, ça, c'est une stratégie nationale qui est peut-être, à ma connaissance, une exception française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend l'OMS, si on prend l'Organisation mondiale de la santé, si on prend les recommandations européennes, il y a une explication au coronavirus qui est soit que vous avez voyagé et que vous êtes issu d'une zone où circule le virus, vous revenez de Chine, vous revenez de Corée, vous étiez à bord du Diamond Princess, soit vous dites que vous êtes l'épouse, le conjoint, le fils d'un cas confirmé. Et donc c'est ça aujourd'hui la définition de cas. Et donc nous avons décidé en France, justement pour être encore plus sensible, parce que je vous rappelle que notre stratégie est vraiment de détecter le maximum de cas, de rajouter dans le message à tous les soignants qui a été envoyé dimanche, de tester toute pneumonie grave, toute détresse respiratoire, sans explication, même s'il n'y avait pas de voyage, même s'il n'y avait pas de notion de contact
avec un cas confirmé. Et donc ça a permis de repérer ces 2 cas graves qui, effectivement, quand on les interrogeait à l'arrivée à l'hôpital, disaient qu'ils n'avaient ni voyagé, ni été en contact avec une personne malade. Donc c'est une stratégie de dépistage encore plus sensible. Dans votre... C'est très possible, et vous savez que les épidémiologistes de l'Imperial College de Londres estiment qu'il y a probablement 2/3 des cas hors de Chine qui ne sont pas diagnostiqués justement parce qu'on n'y pense pas, et donc on trouvait que c'était important de préciser à nos collègues qu'un tableau, notamment sévère, parce qu'on pourrait dire qu'il faudrait tester tout le monde, mais ça n'a pas beaucoup de sens, un tableau sévère est un événement sentinelle. Alors évidemment, tous les cas ne sont pas sévères, mais quand il y a un tableau sévère, ça permet d'avoir cette alerte de dire est-ce que ce ne serait pas une infection par coronavirus. Dans votre stratégie de recherche et de diagnostic, quelle est la place de l'imagerie, notamment dans la radiologie? Il y a des études qui montrent effectivement qu'aujourd'hui, ce serait peut-être même plus facile et plus, en tout cas, efficace que les tests PCR qui sont... Non, je ne pense pas que ce soit plus efficace. C'était une stratégie chinoise à un moment, hein, vous le savez, dans le Hubei, que de dire on n'a pas le temps et les moyens de faire des tests diagnostiques, autant se fier à la radiologie. En médecine, tout compte. La clinique, la radiologie, la biologie et les tests. Donc, on se rend compte dans ce type d'infection que les tests sont utiles parce que vous pouvez être quasiment sans symptômes. Donc, il y a des gens positifs, contagieux, mais qui ont une radio parfaitement normale. Mais inversement, une radio anormale, et en particulier un scanner qui montre une pneumonie bilatérale, interstitielle, d'allure virale, doit faire évoquer une infection à coronavirus. Donc, vous voyez, c'est un faisceau d'arguments, et plus on a d'arguments, plus c'est utile pour un médecin. Ici. Non, il n'est pas passé par Creil. Il a été hospitalisé quelques jours à Creil, donc l'enquête est maintenant faite à l'hôpital de Creil sur tout son parcours hospitalier, par où il est passé, dans quel service il était, dans quelle chambre il était. Vous imaginez que c'est une enquête vraiment policière. Alors il se trouve qu'à l'hôpital, on a de la chance puisque les organisations sont très structurées. Et donc on sait dans chaque service, dans chaque secteur hospitalier, qui est l'équipe en charge, qui est l'interne, qui est l'infirmier responsable du patient. Et donc c'est toute cette enquête qui a débuté dès hier soir pour connaître les conditions d'hospitalisation, les conditions de mesures barrières, les personnes en charge. Et ensuite, il y a une fois qu'on a fait la liste de tous les contacts, que ce soit les soignants, que ce soit les visiteurs, que ce soit les proches, peut-être même les patients avec lesquels ce patient était, on fait un classement, donc vous voyez que c'est un travail très très lourd, qui correspond à votre prise de risque. Est-ce que vous avez juste croisé une personne à l'accueil et vous donnez votre nom, ou est-ce que vous avez pris en charge de façon longue, de façon rapprochée ce patient, parce qu'il y a eu des soins lourds, parce que vous avez posé une perfusion pendant une demi-heure, parce que vous avez pratiqué de la réanimation, parce que vous avez intubé le patient. Donc tout ça est analysé, et donc c'est exactement le travail qui a été fait aujourd'hui. Les soignants sont classés ensuite en risque négligeable, vous l'avez croisé dans le couloir, pas de sujet. Risque modéré, vous êtes passé dans la chambre pour distribuer un comprimé ou prendre des renseignements. Ou risque important, vous avez passé beaucoup de temps avec ce patient. Et là, on analyse évidemment les mesures barrières. Y avait-il un masque, des gants, etc. Et donc, les personnes qui sont considérées comme haut risque, quelle que soit d'ailleurs la situation, que ce soit à l'hôpital ou en ville, sont placées en confinement à domicile, comme on l'a fait aux Contamines Montjoie. On leur demande de ne plus travailler et de rester à domicile les 14 jours de surveillance. Oui, enfin, c'était ma question, mais en Italie, les cas italiens sont partis d'un hôpital, justement, d'un patient qui n'a pas été diagnostiqué. Donc, est-ce que vraiment vous avez une inquiétude particulière vis-à-vis de Creil, de ce qui s'y est passé? J'ai toujours une inquiétude et une vigilance quand un établissement de santé est en cours d'investigation, parce qu'il y a des professionnels de santé. Le ministre a rendu hommage aux professionnels de santé qui prennent en charge les patients, mais moi, mon souci, c'est aussi que les professionnels de santé ne soient pas victimes de l'infection. Donc c'est pour ça que je rappelle très régulièrement les bonnes pratiques face à une maladie infectieuse. Le ministre parlait des masques et du lavage des mains. Vous savez que c'est connu des services d'urgence. Quand vous avez quelqu'un qui arrive avec une éruption et de la fièvre, une diarrhée et de la fièvre ou une toux avec de la fièvre, il faut mettre en place des mesures barrières. Et ça, c'est systématique. Quand vous arrivez aux urgences, on vous dit vous avez de la fièvre, on va vous mettre un peu de côté, on va vous donner un masque. Ça, c'est des habitudes qui sont bien connues des infirmiers d'accueil et d'orientation aux urgences.
Et puis ensuite, il y a des précautions qui sont prises. On vous met dans une chambre seule, on met ou pas des masques en fonction des gestes qu'on réalise, on met ou pas des lunettes, etc. Donc les professionnels de santé connaissent ces mesures barrières. Après, effectivement, c'est pour ça que je renforce leur vigilance sur les tableaux sévères sans cause. Il faut y penser pour qu'on fasse le test vite et qu'ensuite toutes les mesures adaptées soient prises pour qu'il n'y ait aucune situation d'inquiétude vis-à-vis du professionnel de santé. C'est par exemple le cas, pour vous donner une illustration très concrète, de ce qui s'est passé à la Pitié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense au diagnostic, on met en place les mesures barrières, et à la Pitié, en particulier, j'ai eu confirmation qu'aucun soignant n'a été en difficulté sur la prise en charge de ce patient, pourtant très lourd. Donc vous voyez, il y a vraiment une importance très, très, très significative à y penser pour que tous les professionnels de santé qui ont l'information puissent ensuite dérouler les procédures de sécurité, qui sont des mesures R et des mesures contact, qui sont assez classiques à l'hôpital, où on met une surblouse, on met des gants, on met un masque protecteur, des lunettes, et dès lors qu'on est à proximité du patient. Et donc, ce sont des procédures finalement assez standards, surtout dans un service de maladies infectieuses ou de réanimation. Compte tenu des 2 patients dans l'Oise qui n'avaient pas voyagé dans des zones à risque, qui apparemment n'étaient pas en contact avec des malades, est-ce qu'on va vers une redéfinition de cas, notamment pour la prise en charge par le SAMU Vous voulez dire pour l'Oise ? en France? Alors, est-ce que quelqu'un qui aurait juste la des problèmes respiratoires cas, maintenant oui, peut être pris en charge par le c'est SAMU exactement sans ça. avoir voyagé? Alors, plusieurs questions dans votre question. La définition de cas évolue très régulièrement. Concrètement, aujourd'hui ou dans les prochaines heures, sera ajouté l'Iran, par exemple, puisque vous savez qu'il y a une épidémie importante en Iran, et donc il serait logique effectivement qu'on soit attentif quand quelqu'un rentre d'Iran avec un tableau respiratoire. De la même façon, on va rajouter ce que je vous ai cité, c'est-à-dire on va encore plus insister sur le fait que peut être un cas possible, un tableau sévère de pneumonie, de détresse respiratoire sans cause. Donc ça permet de classer ce cas et de dire on n'a pas de cause, même s'il n'a pas voyagé, est-ce que c'est pas intéressant quand même de lui faire le coronavirus en tenant compte de la clinique, de la radiologie et de la biologie. Donc ça fait partie du dialogue qui a lieu entre le virologue, l'infectiologue et l'épidémiologue. Mais voilà, ça fait partie de la définition de cas. Et après, je crois percevoir dans votre question, est-ce que l'Oise est un problème? Et donc ce soir, non. Si les choses devaient évoluer, si on avait beaucoup de cas, ce serait différent, mais ce n'est pas du tout la situation aujourd'hui. Et donc, effectivement, là où les tests de ce soir et de demain vont être importants, c'est est-ce qu'effectivement il y a beaucoup de cas secondaires ou pas. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et on verra si finalement ce sont 2 cas relativement isolés avec une explication, parce qu'on va peut-être trouver une explication sur de quelle façon ils ont été infectés par ce virus. Et donc, on s'adaptera, comme à chaque fois, au vu de la situation épidémiologique. Mais ce soir, il n'y a pas de raison de modifier, et en tout cas de considérer qu'il y a une circulation virale intense en France. Ce n'est pas le cas. Pourquoi le patient décédé n'a-t-il pas été testé dès dimanche, par exemple, ou lundi, à l'hôpital de Creil? Est-ce que son état a brusquement empiré dans la nuit et ça a justifié le test? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, avait-il des antécédents, des facteurs de risque respiratoires qui en faisaient une personne fragile particulièrement? Et troisième question, que pensez-vous de l'hypothèse du traitement par chloroquine évoquée aujourd'hui? Alors, sur le test, je crois qu'ils y ont pensé assez vite, puisque nous avons eu l'information mardi, et le diagnostic a été évoqué entre lundi et mardi. Donc la seule chose, c'est qu'effectivement, comme vous le savez, il a été transféré. C'est un transfert compliqué d'un patient en grande détresse, et donc il a été testé dès qu'il est arrivé. Donc voilà, c'est le moment du transfert, et puis les consignes du ministère de la Santé datent de dimanche. Donc on est vraiment dans la réaction très rapide des cliniciens, et je les remercie pour cette réactivité. Pas de facteur de risque particulier. Ce n'est pas un patient profondément immunodéprimé ou atteint de pathologie chronique. En tout cas, c'est les éléments qu'on a. Peut-être qu'il y a des éléments du dossier médical que je n'ai pas, et ce ne serait pas forcément surprenant. Sur la chloroquine, ça fait beaucoup couler d'encre. Je resterai très prudent pour plusieurs raisons. Il y a pour l'instant une lettre qui est publiée en publication rapide, comme ça peut être le cas dans des épidémies comme celle-ci, puisque il y a un enjeu de partage de connaissances scientifiques rapides qui a été publié il y a quelques jours,
et qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, puisqu'en général, quand on fait un essai clinique, il est face à une molécule référente ou face à un placebo, c'est-à-dire rien en fait, et on voit comment évoluent les patients en prenant des critères cliniques, des critères biologiques, etc. Et donc cette publication que j'ai sous les yeux dit on a l'impression qu'il y a une efficacité supérieure sur 100 patients de la chloroquine versus rien. C'est tout. Donc voilà, ça laisse, j'allais dire, les cliniciens et les méthodologistes un peu sur leur faim. Et bon, la chloroquine, vous savez, est une molécule ancienne. C'est une molécule qui a des actions évidemment antipaludéennes en prophylaxie et surtout anti-inflammatoires. Donc à chaque fois qu'il y a une maladie, on ressort la chloroquine en disant pourquoi pas. C'est une molécule qui a beaucoup d'ancienneté. Aujourd'hui, on n'est pas très convaincu. En tout cas, la communauté scientifique n'est pas très convaincue. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, parce qu'aujourd'hui, il y a une recherche tous azimuts d'antiviraux efficaces. Et donc, si on veut avancer, pour être très clair, il faut faire un protocole extrêmement sérieux, qui peut d'ailleurs aller très vite, de recherche clinique, comme on a l'habitude de le faire, en proposant aux patients de tester cette molécule lorsqu'ils sont malades, en disant on rentre dans un protocole, il y a un comité de protection des personnes, on informe le patient et on voit sur des critères précis si oui ou non ça permet de diminuer la durée, de réduire la fièvre, d'améliorer les symptômes. Enfin, il y a des objectifs à une étude plutôt qu'une description extrêmement succincte qui nous laisse un peu sur notre faim. Mais toute avancée scientifique est importante, donc il va falloir avancer pour soit laisser tomber cette hypothèse parce qu'il n'y a plus rien qui confirme l'efficacité, soit au contraire progresser. Vous savez qu'il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours et qu'en France, nous avons une recherche clinique de très grande qualité, très réactive et soutenue par le gouvernement, par les fonds du gouvernement et donc le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé, mais aussi par des fonds européens. Et nous avons un dispositif très particulier qui est Reacting, qui est un consortium de tous les acteurs qui sont concernés par des émergences. Ça a déjà fonctionné pour Zika, ça a fonctionné pour Ebola, et donc ce sont tous les acteurs qui sont concernés par cette maladie émergente qui se mettent ensemble pour proposer des protocoles. Il y a déjà beaucoup de protocoles en cours sur des tests, sur des protocoles de proposition de molécules antivirales. Donc tant mieux, parce que la France est plutôt innovante et engagée dans ce domaine. Il va y avoir 15 millions de masques dans les officines. Quand ils vont être disponibles? Est-ce qu'ils vont être distribués uniquement aux professionnels de santé qui vont ensuite les donner aux patients? Et 15 millions, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y aura d'autres lots qui vont arriver plus tard? Alors, c'est une décision du ministre de la Santé, donc Olivier Véran. Et comme il vous a dit, il y a 3 objectifs. Premier objectif, que les agences régionales de santé aient des masques à disposition quand ils font une enquête épidémiologique comme actuellement. Et donc, s'ils voient l'épouse, l'enfant et qu'on classe un contact en haut risque, à ce moment-là, on distribue le masque directement pendant l'enquête. C'est très important que les familles ne se retrouvent pas à contact sans masque. Deuxième enjeu, c'est que les établissements de santé référents, donc sur tous les départements, n'aient aucun sujet d'accès aux masques chirurgicaux. Et troisième enjeu, c'est qu'effectivement, dans les officines, puisque c'est ce qui nous paraît le plus simple, on puisse se procurer des masques si besoin, parce qu'on n'est pas du tout en train de dire prenez des masques sur tout le territoire français, ça n'a pas de sens puisque le virus ne circule pas, mais si besoin pour, d'une part, des professionnels de santé qui se retrouveraient face à un cas suspect, avec une logique là de masque chirurgical, de masque anti-projection qui est importante. Je vous rappelle que le masque anti-projection, ce n'est pas tellement un masque protecteur, c'est un masque qui vous empêche de contaminer les autres. Donc vous avez un peu de fièvre, vous vous présentez face à un médecin, ce qui n'est pas une bonne idée si vous pensez que vous avez le coronavirus, mais c'est par contre la pratique classique de tous les jours. Eh bien, il vous propose un masque, ce qui fait une première barrière. Il peut même lui mettre un masque, ce qui fait 2 barrières. Et 2 barrières, c'est déjà très efficace d'avoir chacun un masque. Donc voilà, l'idée c'est que ce professionnel de santé, en ville en particulier, puisse disposer de suffisamment de masques pour gérer les situations quotidiennes où il aurait un doute, parce qu'ensuite, s'il a un doute réel et qu'il l'appelle le 15, on a une procédure que vous connaissez qui se déroule avec le classement. Si le cas est classé possible, il y a une équipe qui vient chercher la personne, et ensuite il y a un test rapide pour qu'on puisse lever le doute ou au contraire confirmer le cas. C'est une partie du stock. Très rapide.